Ah, Zami est devant sur scène et j'ai loupé le début. Tout le monde le découvre. Voilà. Oh bah il y en aurait 100 000. J'ai pas d'exemple concret qui me vient. Si, je peux t'en donner un, jeu d'enfance que j'adore, Lands of Lore. On parlait de jeux PC, Dungeon Crawler, vieux RPG de Westwood. J'en avais fait un vieil épisode, mais j'aimerais en faire un nouveau plus dense. Voilà, c'est pour moi, ça représente bien le rétro gaming et ce côté imaginaire qu'on avait parce qu'on était gamin, les graphismes étaient limités et ton imagination comblait le reste. Et voilà, et c'est un truc qui me plaît bien. Donc ouais, Lands of Lore, ça pourrait être un jeu. Ok, j'avoue. Très bien reprendre. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Lands of Lore? Oui, bah oui. Quand même, ok, il y a quelques-uns qui ça a été un peu oublié. À l'époque, c'était le classique du jeu de RPG PC. Il a été un peu oublié, malheureusement. Alors, évidemment, les grandes questions classiques, si tu devais vivre dans un univers de jeux vidéo, un univers préféré dans lequel tu devrais vivre, est-ce qu'il y en a un qui vient spontanément? Très bonne question. Peut-être Mario Sunshine, ça peut être cool d'être sur Ouais, l'île Delfino. Ça va, c'est tranquille. J'essaie si t'es accusé à tort. Ah oui, ouais, ça va être plus embêtant. J'essaie de trouver un lieu qui serait un peu sympa. Mais moi, c'est con, mais Midgar, dans Final Fantasy VII, m'a toujours attiré. Alors que c'est les taudis, le secteur 7. C'est pour ça que je pose la question, c'est parce que j'avais demandé s'il y a un univers que t'adores, mais où tu te dis putain, ça serait chaud de vivre juste derrière. Parce que pour moi, c'est FF7. T'as les matériels, t'as l'univers de rêve, c'est mon jeu vidéo. T'as l'univers de rêve et tout, mais quand même, vivre dans FF7, c'est chaud quoi. Ouais, j'ai la planète qui est polluée, tout ça, mais Midgar, moi, m'a toujours attiré. J'adorerais faire du tourisme à Midgar. Pourquoi ils n'ont pas encore proposé ce. Elon Musk qui nous propose d'aller. Pourquoi on ne peut pas aller à Midgar? C'est beaucoup plus sympa. Si, Hachette, si t'aimes bien Midgar, tu connais Gunmu le manga? Pas du tout. Parce que c'est exactement le même concept, une ville abstraite comme un Métropolis. En bas, t'as Kuzusetsu, la décharge. C'est le seul manga papier qui est vendu plus en Occident qu'au Japon. Et en fait, c'est totalement ça, une ville abstraite avec l'élite au-dessus, mais encore plus élite. Et en bas, les gens qui vivent vraiment dans les taudis, la décharge, ils peuvent se faire tuer dans un coin de rue pour une moelle épinière. Enfin, vraiment, c'est le côté cybernétique bien trash des années 90-2000. Et voilà, les deux se sont inspirés l'un l'autre. Ils l'ont reconnu, donc voilà. C'est la recommandation de ce Start to Play. Ah là, je suis sûr que tu vas aimer. Si t'aimes, je regarderai carrément. Voilà, et donc du coup, avant de revenir un petit peu sur ce genre de questions, est-ce que déjà il y en a parmi vous qui ont des questions à poser telles quelles, ou est-ce que vous voulez un petit peu accéder? Oui, voilà, je crois qu'il y en a une spontanément. Alors il y a quelqu'un qui va venir avec le micro pour venir poser la question. Voilà, c'était monsieur avec la casquette. Merci à vous deux pour la conférence, c'est super. Edward, ça fait déjà 10 ans moi, que je suis abonné à ta chaîne, j'ai connu avec l'histoire de Sonic, Waluigi, Wario, pas Bandicoot. Et là récemment, je crois que c'était l'année dernière, en début d'année, j'ai adoré cette vidéo, c'était sur les premiers Metal Gear. Et moi c'est mes sagas préférées, je suis vraiment un grand fan. Et je voulais savoir, comme c'est en ce moment, on fait beaucoup parler avec Snake Eater, le remake qui est sorti, ou Death Stranding de Kojima. J'ai une question, est-ce que si on pixelisé, est-ce que dans les Metal Gear, sur les 5 et plus les spin-offs qui sont sortis, lequel vous préférez? Je n'ai pas joué à tous les Metal Gear. Je n'ai pas joué à tous. Il y en a qui me sont un peu tombés des mains. Mais je dirais le 1 sur PS1 par nostalgie, ça a été ma découverte de la licence. À l'époque, c'était une claque immense à MGS. Donc je dirais le 1. Mais voilà, j'ai pas fait le 3, j'ai pas fait le 5. Donc je suis pas non plus un spécialiste de la série. Mais récemment, pour Rétro Découverte, j'ai fait les 3 premiers. Donc le premier sur MSX, un vieux micro-ordinateur des années 80. Le deuxième sur NES, qui n'est pas développé par Kojima, Snake's Revenge. C'est dur à rejouer d'ailleurs. Qui est assez horrible. Kojima avait compris c'est quoi un jeu d'infiltration dès le départ, ce qu'il voulait faire. Quant à Konami de son côté qui se dit on va faire la suite, faire un jeu d'infiltration, c'est respecter certains codes, ils les ont pas respectés. Et le troisième, effectivement, Metal Gear 2, qui lui est une bombe, il est vraiment très, sur MSX toujours génial pour son époque. Si je peux me permettre, si tu aimes le 1, parce que c'est mon préféré aussi, le remake sur GameCube, Twin Snakes, il est incroyable. En fait, il est pareil, plus beau, plus lisse, plus détaillé, ils ont rajouté quelques trucs, et tu as la vue FPS pour viser, et tu peux endormir les gens. T'es pas obligé d'être faire du létal. D'accord. C'est le 1 en beaucoup mieux en fait. Ok, je l'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler. Le meilleur pour moi, d'accord. Vraiment. Donc voilà, une question sur Metal Gear. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question spontanée avant d'avoir un petit peu les thèmes? Du coup, juste monsieur ici, qui a la casquette aussi. Et pour Honda aussi. Ah, c'est bon. Moi, c'était une question par rapport à Rétro Découverte. C'est quoi qui t'avait poussé à vouloir scénariser
Parce que tu aurais très bien pu faire, comme plein de gens sur YouTube, des vidéos où tu parles des jeux vidéo, surtout rétro, mais vraiment l'envie de scénariser, d'avoir des personnages et de construire une histoire. Alors moi, à la base, quand je sors de mes études, j'obtiens mon bac et je fais une école d'audiovisuel parce que je voudrais travailler dans le cinéma. Parce que le cinéma est une de mes autres passions et je sens qu'il y a un truc qui m'attire avec l'écriture, la réalisation, tout ça. Il s'avère que je passe les détails, mais je bifurque très vite à écrire des vidéos sur le jeu vidéo pour jeuxvideo.com et pour ceux qui ont suivi à l'époque ma première chronique, l'histoire du jeu vidéo, j'avais déjà un petit côté fiction où il y avait un proviseur, etc. Je mettais une petite histoire, une petite ambiance parce que c'était le naturel, j'aimais faire ça. Et à un moment donné, j'ai un peu freiné parce que faire de la fiction sur YouTube, c'est très contraignant. Ça demande des budgets, ça demande beaucoup plus de temps. Forcément, parler tout seul devant ta caméra, ça va. Quand tu commences à devoir avoir des décors, à avoir des comédiens, c'est beaucoup plus d'organisation. Et donc j'avais commencé à freiner, puis le naturel revenant au galop, j'ai remis. C'était pas un choix conscient, je me suis pas dit « il faudrait que je fasse de la fiction » parce que non, c'est l'envie, le désir. Le personnage d'Arnaud est arrivé. C'était marrant, c'est devenu un copain, Julien qui interprète Arnaud. Et puis tu as envie de mettre un deuxième personnage, par exemple Mao qui joue Alice, ça devient une copine. On a envie de les retrouver, donc je réécris des trucs avec eux. Et naturellement, sans que ce soit pensé, ça commence à devenir une petite série, parce qu'on retrouve ces personnages. Je vois qu'il y a des gens qui se prêtent au jeu. Dans les commentaires, il y en a qui me disent « Ah mais attends, si lui il a dit ça par rapport à l'épisode ». Je dis « Ah mais les gens sont en train de créer un lore avec eux. C'est génial, waouh, trop bien ». Donc moi je me prête au jeu aussi, je me dis « Je vais essayer de faire attention à ce que ça se suive, à ce que ce soit cohérent ». Et voilà, et je prends un plaisir fou. Et en fait, vu qu'on a de plus en plus de monde chaque année, que les financements participatifs, entre autres, marchent de mieux en mieux, on a de plus en plus de budget, on peut se permettre de plus en plus d'avoir des techniciens, des comédiens, de faire des épisodes plus gros, et la fiction a pris une place énorme. Moi, c'est d'autant plus de plaisir pour moi, même si c'est d'autant plus de boulot, mais le plaisir, il est démultiplié, donc voilà, c'est venu très naturellement, ça n'a pas été conscient, et aujourd'hui, c'est, je pense, une spécificité de la chaîne, on se différencie aussi des autres comme ça, même si, encore une fois, c'est pas un calcul, mais le fait est qu'on se différencie parce qu'on ne parle pas simplement, j'allais dire, de rétro gaming, même s'il n'y a pas de façon simple de parler de ce sujet, mais voilà, on a ce petit truc en plus où il y a le côté web série, et certains me l'ont dit ce matin, peut-être que certains d'entre vous en font partie. Il y en a qui sont pas très jeux vidéo, pas très rétro gaming, mais ils regardent quand même la chaîne parce qu'il y a ce côté série, ils ont envie de savoir comment les personnages vont évoluer et tout ça, donc au final, je pense que c'est chouette, quoi. Question par rapport à ça, est-ce que tu as été influencé par d'autres web-séries, genre Noob, Nerds, Flanders Company, Visiteurs du Futur et tout ça? Franchement, Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, Noob, alors c'est pas cool, j'ai du mal, Noob, je suis pas fan du tout. Chacun ses... mais non, j'ai pas... Oui, Visiteurs du Futur, forcément, Visiteurs du Futur. Flanders Company, t'as connu? Flanders Company, je connais pas du tout. Ah, c'était en prime sur No Life et ça s'est arrêté plus ou moins d'un coup. Ok. Équipe super cool, ils sont super sympas, la série était très drôle. C'est une série de super méchants qui servent un petit peu à envoyer des méchants contre les super-héros pour les promouvoir. C'est l'intérieur d'une entreprise, c'est très cool. Faudra que ils sont encore dispo sur YouTube, les épisodes? Bonne question. Ouais, je regarde. Je connais pas à l'époque. Ouais, il y a quelqu'un qui est... Ah, ok. Je regarderai, je connais pas. Ok. Sinon, je dirais Joueur du Grenier, quand même, dans ce côté, justement, la gestion entre la fiction et le rétro. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question spontanée ou est-ce que vous voulez qu'on en arrive à une question que je peux vous demander, s'il y a une autre histoire de jeu vidéo que vous voulez proposer ou une histoire de personnage que vous voulez proposer? N'hésitez pas, on a exprès accéléré le côté un petit peu interview pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Alors il y a quelqu'un qui a une question juste ici. Ah mais c'est le même. D'abord. Ouais, pourquoi pas Shadow de Sonic pourrait être intéressant, parce que c'est vraiment un des personnages de jeux vidéo les plus appréciés. La bonne origin story, il y a des contis aussi qui ont été trouvés sur le net. Alors, je me suis dit, ouais, ça peut être une bonne idée. Il y a encore d'autres personnages que j'avais évités, par exemple les plus célèbres, on peut citer par exemple les origines de Last of Us avec Joël par exemple, ou Abby O'Reilly, mais je sais que toi t'es plus sur ton gaming, et pourquoi pas, Tucker aussi ça pourrait être intéressant. Ouais, alors, par contre pour ce qui est de l'histoire des personnages, je le fais de moins en moins. Maintenant je fais plus des épisodes centrés sur un jeu, voire sur 2-3 jeux. Mais l'histoire d'un personnage, le problème que ça me posait, c'est qu'en fait, des fois, Shadow, typiquement, tu vas avoir plusieurs jeux, une série de jeux où il y a Shadow.
Il faut faire les jeux, il faut analyser, ça prend un temps monstrueux. Je trouve que finalement j'entre moins en profondeur dans le jeu puisque j'en ai 10 à faire. Donc je le fais moins, je trouve ça moins intéressant et je m'éclate plus finalement à un jeu, j'ai envie d'en parler, je vais à fond dedans. Et voilà, donc c'est quelque chose que je freine et il n'y a pas d'autres vidéos prévues pour le moment sur des histoires de personnages. C'est vrai. Vu qu'on l'a évoqué, est-ce que toi t'aimes bien Shadow? Parce que je sais que c'est très mitigé, il y a ceux qui l'adorent, le côté un peu Vegeta, il y a ceux qui disent qu'il a un côté un peu Dark Sasuke. Alors je suis pas un grand amateur de la série Sonic, mais moi j'aime bien Shadow pour le peu que... Son histoire dans Sonic Adventure 2, vraiment très... J'ai fait que le 1, Sonic Adventure. Le 2 est génialissime, si jamais... Pour moi c'est le dernier vrai Sonic 3D, mais bon, je vais me faire peut-être des ennemis là-dessus. Il y a des gens qui ont fait Sonic Adventure 1 et 2 ici? Vous les avez aimés? Ok, ouais, bon c'est... 100%. Voilà. Le 100%. Avec Green Hill? Avec les chaos à fond, c'est une purge. Ouais, le c'est un des jeux hyper dur à 100%. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une petite question par rapport à un sujet à proposer? Voilà, ou autre, voilà, juste ici. Merci. D'où vient ton processus créatif, en fait, de ton inspiration pour les différents arts de rétro-découverte? Processus créatif, mes inspirations... Bah écoute, c'est moi l'inspiration, on peut la trouver absolument partout dans la vie de tous les jours. Et sinon, je sais une question qu'on me pose beaucoup, peut-être ça rejoint ça, c'est pour écrire des fois, c'est-à-dire que j'ai une idée d'histoire et je vais me poser des questions. Tiens, quel jeu pourrait correspondre à ce que j'ai envie de raconter pour être pas typiquement. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le premier Rayman. Je savais très bien la classe. Il a le t-shirt Rayman. Je savais très bien que je trouvais ça intéressant de me dire je sais pas si tu connais le principe du premier Rayman. Tu ne peux pas finir le jeu si tu n'as pas fait le 100%. Tu es obligé de délivrer tous les Electoons pour débloquer le dernier niveau et affronter le boss final. J'ai pas fait les vieux Rayman, c'est un de mes trous dans la collection. Il est très très dur, bref. Et du coup, voilà, c'est un concept tellement chouette. Je me dis, mais il faut qu'on écrive, il faut qu'on imagine une histoire là-dessus. Tiens, bah Arnaud qui fait le 100% des jeux PS1, ça pourrait être son traumatisme d'enfance, il n'a pas réussi, voilà, typiquement. Et des fois, je joue à des vieux jeux, à l'inverse, et je me dis, ça m'inspire une histoire. J'ai fait Zelda en randomizer, simplement, je voulais pas en faire une vidéo, simplement pour tester. Excellent, Zelda randomizer, j'adore. Absolument génial, je l'ai testé, c'était trop chouette. Et il y a toute une histoire qui m'est venue en tête avec l'Extra Life Café, pour ceux qui ont vu l'épisode. Je raconte pas, mais voilà. Donc les deux processus peuvent être liés. Merci beaucoup. Des fois, j'ai une intrigue et je me dis quels jeux vont coller là-dedans. Des fois, j'ai un jeu qui m'inspire une histoire. Et des fois aussi, ça arrive, j'ai un jeu et je sais pas quoi en faire. Et je me jette à la poubelle. Ça arrive aussi. Il y a des gens qui ont déjà suivi ou fait du Zelda randomizer ici? Oui. Ouais. Le 1 ou plutôt des trucs genre Ocarina of Time, Link to the Past? A Link to the Past, Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker. Est-ce qu'il y a des gens assez vénères pour Zelda 2 en randomizer? Parce que Zelda 2 randomizer, oh la vache. Là, j'ai pas testé, mais non. C'est la purge. Ah ouais, il y a aussi le pire, je crois, du pire, c'est qu'il y a un randomizer Zelda Link to the Past, Super Metroid. Tu rentres dans une salle, tu peux te retrouver dans le jeu Super Metroid. Il faut que tu arrives à lier les deux jeux. C'est pour les fous furieux. Ah ouais, complètement. Je connais quelqu'un, je sais pas s'il est encore là, le gagnant du championnat l'année dernière, là, qui justement faisait ça. Il y en avait une autre version avec 15 jeux qui s'enchaînent. Et en fait, ça peut s'enchaîner entre 3 secondes et 5 minutes. Tu joues et puis ça switch tout seul et il faut finir tous les jeux. Wow. Un truc de malade. Est-ce que quelqu'un avait encore une question à poser par rapport... Oui. Alors, il y en a 2 là du coup. 3, 4. Alors, je sais pas si... peut-être déjà monsieur du coup. Ça, ils ont fait dans l'ordre. Ah là-bas. Entre la première étape, tu as l'idée de la vidéo et le upload sur YouTube. C'est quoi les différentes étapes et les difficultés un peu de chaque étape? Alors, ma première étape, c'est la capture du jeu. Donc, ou même admettons, non, j'ai d'abord l'idée d'une histoire, si on va partir un peu de base. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter, tiens, les personnages, il va se passer ça, ils vont se retrouver là. Bon, quel jeu peut correspondre? Ah, j'ai un jeu qui me plaît bien, je me dis ça va bien marcher avec ce que j'ai envie de raconter. Capture du jeu, il faut que je joue au jeu, en même temps je prends mes notes. Ensuite, écriture, j'écris mon scénario, j'envoie à tous les comédiens qui jouent dans les personnages qui jouent dans la vidéo. Organisation du tournage, il faut que je contacte les comédiens, les techniciens, que je trouve une date qui correspond à tout le monde est dispo. C'est souvent le côté bien chiant. Ensuite, tournage, alors ça dépend, est-ce que c'est une journée de tournage, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est un gros épisode ou pas, grosso modo. En général, en une journée, on s'en sort si c'est un épisode normal.
Une fois que tu as toutes les images, eh ben, c'est le montage. Donc là, sur mon bureau, je fais le montage de la vidéo et je peux, si besoin, j'ai mon motion designer, si j'ai besoin de faire des effets spéciaux, tout ça, je lui confie des tâches. J'ai Cardrich qui nous fait la musique. S'il y a un truc que j'ai envie, je me dis, ah, ça, une reprise de cette musique, ça pourrait être génial, je lui demande. Génial, ça, hein. Je peux aussi lui donner des indications du style, je vais avoir des scènes un peu avec de l'émotion, s'il peut y avoir quelques notes un peu plus douces à ce moment, voilà. Je peux donner des indications et ensuite l'upload. Et là, on lit les commentaires et puis c'est du bonheur, quoi, en général. Bonne question, l'étape la plus dure, comme je disais, l'organisation de tournage est particulièrement fastidieuse et chiante, à savoir que, en fait c'est tout bête, hein, il faudrait que si j'avais du budget ou que je consacre du budget à ça, il faudrait que j'embauche quelqu'un pour gérer cette partie-là, parce que c'est vrai que c'est très fastidieux de gérer les timings, les emplois du temps, caler. Voilà, ça c'est la partie la plus fastidieuse. Et le montage, je ne suis pas un grand fan de montage. Quand je peux aussi me le permettre, j'embauche quelqu'un pour s'occuper du montage. C'est pas la partie que je préfère. Moi, c'est l'écriture et le tournage qui me plaisent le plus. Le montage au début c'est fun, mais quand c'est pas notre passion première au bout d'un moment, c'est vraiment... C'est un peu rébarbatif. Ouais, ça peut. Alors du coup, il y avait une autre question juste ici, je crois. Bonjour Edouard. Bonjour. C'est le même. Moi j'avais une question par rapport à ta dernière vidéo où tu expliquais par rapport au financement, par rapport à l'aube du pixel que tu veux mettre en avant, le 100% des jeux PS1 avec Julien alias Arnaud. Je voulais savoir si tu allais garder tout ça sur ta chaîne principale ou est-ce que tu voulais faire une sorte de seconde chaîne secondaire sur YouTube pour garder Rétro Découverte sur la chaîne Edouard, ou est-ce que des fois sur Rétro Découverte, est-ce que t'es pas un peu bridé du fait que tu as fait Rétro Découverte, donc les gens ils attendent ça et tu as plus de liberté sur d'autres types de contenus, etc. La question est pas facile, mais elle est très large. Ouais. Et ben alors déjà créer une seconde chaîne, non, parce que c'est trop de galère. Déjà une chaîne, réussir à faire grimper une chaîne pour avoir un nombre d'abonnés qui te permettent d'en vivre, etc. C'est déjà compliqué, donc repartir de zéro sur une seconde chaîne, c'est pas possible. Et pour te donner une anecdote, j'avais discuté avec le joueur du grenier, vous savez, qui avait créé sa chaîne Le Bazar du Grenier. Et il m'avait raconté que pour que sa chaîne devienne viable, ils avaient travaillé comme des malades au début pour produire, pour faire grimper, que la chaîne elle existe, et le temps que vraiment ensuite ça devienne viable. J'ai malheureusement pas ce temps-là, pas les ressources financières, donc non, c'est inenvisageable. Et en fait, l'aube du pixel, moi ça m'inquiète pas trop parce que tu l'as constaté, ça reste complètement dans l'univers de Rétro Découverte. C'est ma nouvelle émission l'aube du pixel que je suis en train de préparer, et avec le 100% des jeux PS1 et plein d'autres petites émissions, mais en fait ça reste dans un cadre que vous connaissez tous si vous suivez Rétro Découverte. Donc on n'est pas perdu, il n'y a pas de nouveaux personnages, on reste vraiment sur le terrain connu. C'est un univers étendu en quelque sorte, ouais, en vrai le lore reste totalement identique, c'est juste que les personnages partent sur des nouvelles émissions, mais en fait on n'est pas très loin de Rétro Découverte, en réalité. Merci à toi. Merci. Il y avait également une question juste derrière, je crois, c'était qui avait encore? Oui, juste ici. Ouais, salut. Bonjour. Ouais, je voulais juste savoir si tu as déjà pensé à un long métrage. Ouais, c'est le rêve de gosse. C'est le film, c'est le rêve de gosse. À la base, comme je disais, j'avais fait une école d'audiovisuel dans le but, parce que moi j'étais persuadé que j'étais le prochain Spielberg. Ça s'avérait que pas vraiment. Mais effectivement, mon but c'est un jour de faire un film. J'ai écrit un gros truc. Il faudrait que je prenne le temps de retravailler, mais voilà, si je meurs demain, je me dirais putain, j'ai pas fait un film. Ce serait un regret quand même, donc j'espère y arriver un jour. Ce serait full fiction ou à côté un peu reportage en même temps? Full fiction, ouais, full fiction. Okay. Alors ça parlerait, il y a un truc que j'ai écrit, ça parle de jeux vidéo. Il y a le thème du jeu vidéo qui est dedans, du rétro gaming, mais c'est full fiction. Voilà. Et du coup, il y avait une dernière personne encore aussi de ce côté-là? Oui, ouais, juste ici. Avec le haut, là, alors. Là, derrière. Ah, là. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai des générations, des anciennes consoles, genre Mario, Zelda, Pokémon, des anciens au plus nouveau? J'ai pas compris la question.
dans les générations de Mario, Zelda et Pokémon, mais j'ai des générations de la chaîne YouTube de l'ancien au plus nouveau. Faire une chronologie? Oui. Ah, tu voudrais que je fasse une chronologie de l'histoire complète du jeu vidéo? C'était ça? D'une saga? C'est ça? Mario, Zelda, Pokémon. En chronologie, l'ensemble des trois? Ah, faire une chronologie de Mario, faire une chronologie de Zelda, faire une chronologie de Pokémon. C'est à peu près fait déjà. J'ai fait une histoire de Mario. J'ai pas fait d'histoire de Zelda, c'est vrai, j'ai pas fait d'histoire de Pokémon. Et comme je le disais tout à l'heure, ça demande énormément de boulot si tu veux que ce soit bien fait. Rejouer à tous les Pokémon, rejouer à tous les Zelda pour vraiment faire un truc complet. Je préfère, tu vois, là je prépare un épisode sur Twilight Princess. Voilà, je joue à Twilight Princess, je me cherche mes infos sur Twilight Princess, ça me demande déjà beaucoup de temps. Je préfère toute la saga Zelda. Compliqué. Zelda et Pokémon en particulier. Pokémon encore pire peut-être. Donc un par un c'est très bien. Est-ce que t'as un Zelda préféré? Moi, depuis que j'ai fait le randomizer, Link to the Past, parce que maintenant je le connais très bien, le jeu, c'est devenu mon Zelda préféré. Et c'est mon Zelda d'enfance. Et Pokémon? Pokémon première génération, parce que alors aujourd'hui c'est injouable, Pokémon première génération. Mais c'est mon Pokémon d'enfance quoi. T'avais fait Gold et Silver? Non, je me suis très vite arrêté. Après Or et Argent, j'ai pas continué. Ouais, justement, Or et Argent, Gold et Silver. Ah bah oui, excuse-moi, oui. Ceux-là, oui, je les ai faits. Ah, ceux-là... Très cool. Mais je me suis arrêté à là. C'était l'occasion, Earth Gold et Soul Silver, c'est le remake avec le moteur 4G. D'accord. C'est probablement le prime. Je sais pas s'il y en a qui ont fait Earth Gold, Soul Silver ici. C'est tout. Ah ouais, ok, on est vraiment pas nombreux. En fait, Diamant, Pearl, Platine, l'histoire était adorée ou détestée selon les gens, mais le moteur il défonçait, c'était un peu le prime côté 2D. Et on reprenait justement Johto et Kanto avec dessus, avec le moteur de la 4G, c'était vraiment exceptionnel. Ça a super bien vieilli, j'ai rejoué il y a 4-5 ans, franchement ça reste hyper cool. Hein. Ok, bon à savoir. Alors, est-ce qu'il y avait du coup encore une question qui s'était rajoutée? Oui, donc ouais, il y en a 3 du coup, donc peut-être déjà juste ici. Bonjour, tu en as peut-être déjà parlé, mais je voudrais avoir ta définition du jeu rétro, parce qu'aujourd'hui, on en connaît certains, mais ça ne m'étonnerait pas si un jour on parle d'un Mario Kart 8 comme d'un jeu rétro, par exemple. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, quand commence le rétro gaming? Quand est-ce qu'il finit? Alors, je vais te donner, moi, mon ressenti là-dessus, même s'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Pour moi, effectivement, tout va être rétro, quoi qu'il en soit. Comme tu dis, Mario Kart 8, il y a des gamins qui ont grandi avec ce jeu. Dans 20 ans, ils en parleront à leurs enfants, qui leur diront ah, « Tu jouais à ça, papa, c'était marrant !» Forcément, ça arrivera. Tous les jeux, aujourd'hui, vont prendre un énorme coup de vieux dans 20 ans. Mais ma définition du rétro gaming, moi j'aime bien ce terme de rétro gaming comme une période spéciale du jeu vidéo qui irait pour moi jusqu'au début de la 3D, PlayStation 1, Nintendo 64, et pour les consoles portables Game Boy Advance. J'aime bien cette période particulière du jeu vidéo où c'était, disons-le, mal foutu souvent. Et on avait beaucoup de jeux mal pensés, mal conçus, même s'il y a aussi des énormes chefs-d'œuvre, bien entendu. Mais voilà, c'est une période particulière où tout était à faire, tout allait très vite. On savait pas, on maîtrisait pas encore totalement la grammaire. Un jeu pouvait montrer la voie à tout un tas d'autres. C'est une période particulière et donc j'aime définir ce terme de rétro gaming. J'aime le définir de la naissance à peu près du jeu vidéo, en tout cas du jeu vidéo salon, jusqu'à la PlayStation 64. Et après, je trouve qu'on entre dans une autre ère du jeu vidéo, qui sera vieille, quoi qu'il en soit, qui est déjà la PlayStation 2, c'est déjà vieux aujourd'hui un peu, mais je trouve qu'on n'est plus dans cette notion de rétro gaming. Techniquement, maintenant, beaucoup de gens qui disent que le rétro, c'est aussi même, ça a commencé à la PlayStation 3. Ouais. Notamment, j'ai déjà qui en parlait, ça fait très bizarre d'entendre ça. Bizarre, hein, mais ouais. Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu 2D au tout début de la 3D dans le rétro, quitte à ce qu'il y ait un autre terme, old school gaming, quelque chose qui vienne ensuite, quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé le gaming à main levée avec la 8 bits ou la 16 bits? Genre NES, Mega Drive, ça? Ah bon. Presque bien avant. Moins de la moitié, tout doucement. Bah il y a des jeunes. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a des jeunes de 30 ans. Du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ici poser une question. Ouais, juste derrière. Où ça Est-ce que tu préfères présenter des jeux peu connus ou très connus? Alors, pour les statistiques, je préfère présenter des jeux très connus. Ça marche beaucoup mieux.
Mais pour l'amour de faire découvrir des choses et parler de vieux jeux, des jeux pas connus, c'est plus intéressant, plus rigolo. J'ai pas de préférence honnêtement, les deux, ça dépend. Mais par exemple, je donne un exemple, j'en ai parlé un peu à quelques-uns ce matin, je suis en train de bosser là sur un épisode qui va être très chouette, je le tease. Ce sera sur le premier RPG français quasiment. C'était Fer et Flamme sur Amstrad CPC. C'est un jeu que, à mon avis, aucun d'entre vous connaît, je pense. Jeu d'Ubisoft, si tu connais, oh bravo. Un des premiers jeux d'Ubisoft. C'est injouable aujourd'hui, c'est catastrophique, mais qu'est-ce que c'est passionnant. J'ai eu la chance d'avoir Hervé Lange, le développeur, en interview. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a terminé, je crois qu'à l'époque, personne n'a terminé le jeu, tellement c'est abominablement difficile. Mais il y a un mec qui a eu le jeu gamin, il l'a terminé 30 ans plus tard. Je l'ai retrouvé ce gars-là, on a échangé. Donc je trouve cette histoire absolument passionnante. J'ai le développeur du jeu, j'ai le gars qui l'a terminé 30 ans plus tard avec l'aide d'autres amis sur internet, tout ça. L'histoire est passionnante. Je sais que personne va connaître ce jeu. Je sais que les gens vont voir Fer et Flamme quand la vidéo va sortir. On va dire je m'en fous, je connais pas, je clique pas, ça m'intéresse pas. Tant pis, il y aura peut-être un peu moins de vues, mais c'est tellement, le sujet m'a tellement passionné. Je suis tellement content de faire découvrir ça à tous ceux qui voudront bien s'y intéresser que voilà, le plaisir il est décuplé. En vieille pépite française, petite question perso, est-ce que tu as fait Flashback? Où j'ai joué à Flashback, bien sûr, et ça mériterait, j'en ai jamais fait un épisode, mais ça en mériterait. C'est un des énormes jeux de cœur, ouais, ce serait vraiment, il avait plein de versions Mega Drive, SNES, Amiga, il y avait des musiques différentes, des bruitages qui étaient changés et tout. Et j'ai fait Another World. Another World, je savais pas à l'époque, mais j'ai pu rattraper ensuite. Génial, Another World aussi. Il y a des gens qui ont joué un peu à Flashback ou à Another World? Ah, quand même. Ok, ça fait super plaisir. Est-ce qu'il y avait du coup une autre question, je crois, qui était par ici? Ouais, juste là du coup. Monsieur. Bonjour. Rebonjour. C'est vrai. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as joué à Mario Kart World? Oui, je l'ai. C'est quoi ton avis général, vraiment général, rien de spécifique Alors mon avis sur Mario Kart World, moi je l'aime bien, j'ai entendu beaucoup de critiques dessus, mais moi je trouve l'idée de lier tous les circuits dans une espèce de grande map, je trouve l'idée très sympa. Donc voilà, j'ai pas non plus d'avis très spécifique là-dessus, mais j'aime bien, je m'amuse bien sur Mario Kart World. Moi j'aime bien aussi le côté open world, en fait, on se balade. Ça je trouve ça dommage qu'il ait pas mieux exploité, j'aurais bien aimé qu'il y ait des quêtes un peu plus sympas ou quelque chose à faire d'un peu plus sympa dans le monde. C'est vrai que c'est creux finalement quand tu te balades dans le... Mais après voilà, j'aime bien vraiment l'idée de réussir, je me suis dit ça a dû être un vrai casse-tête de level design de réussir à tout relier. Ça, la prouesse m'impressionne. Voilà. Et juste, tu penses quoi du fait qu'il y a plein d'ennemis de Mario qui ont été rajoutés, par exemple le poisson Chip Chip. Les nouveaux personnages. Le poisson, ouais. Oui, le poisson, parce que moi j'ai pas compris l'intérêt de pourquoi. Parce que j'ai trouvé que c'était pas très logique en fait. Ouais, je sais pas, faire davantage de. Mettre une multitude de personnages. Je sais pas si t'as un avis sur la question. J'ai trouvé ça fun. Ouais, moi ça me dérange pas, ouais. L'idée de jouer un personnage, ils auraient pu avoir au moins un costume chacun, parce que genre on joue le Condor ou le Chip Chip, on n'a pas de costume. Mais moi je trouve perso j'ai trouvé ce Mario Kart très très cool. Pour moi c'est le meilleur depuis Double Dash. Moi Double Dash il était génial. Ouais voilà, depuis Double Dash. Ouais, carrément. Ouais, ça se tient. Et j'ai beaucoup de gens qui l'aiment pas du tout, donc... Alors que moi franchement je trouvais qu'il était super cool. Ouais, moi je le trouve très cool. On peut avoir encore une dernière question. Alors est-ce que quelqu'un a une dernière question qui lui... Alors là il y en a deux qui ont une petite question encore. Ici. Oui, c'est de nouveau. Ouais, je voulais savoir justement, tu parlais tout à l'heure de l'Amstrad et tout ça. Ce serait intéressant justement d'avoir ton regard justement sur les jeux sur Amiga, sur Atari. Il y en a pas mal à exploiter. Je pense à Prince of Persia par exemple, le tout premier, ce genre de jeu. À voir quoi. Prince of Persia, ce serait génial. Et en plus, je pourrais faire une interview de Jordan Mechner. Ce serait absolument... Ouais, c'est prévu. J'espère que ce sera fait un jour. Non, la micro-informatique de l'époque, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet plus de niche quand même. Oui. Plus de niche que les consoles de salon. Mais c'est aussi là, je parlais de Fer et Flamme, c'est là que tu trouves la scène indépendante de l'époque. Tu avais les gros éditeurs, Nintendo, Sega en tête, et d'autres qui faisaient les mastodontes.
Et quand tu voulais les petits jeux que certains gars, des fois, faisaient tout seuls dans leur garage, ils les publiaient sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et donc, tu as des jeux qui peuvent être très spéciaux. Par exemple, Fer et Flamme, qui est vraiment très particulier. Donc, il y a aussi un truc intéressant, un peu moins grand public. Mais c'est un sujet passionnant, ouais. Totalement. On peut prendre ça une toute dernière question. Voilà, il y a ceux qui a des personnes qui voulaient. Alors, je vous rassure, hein, demain, ils seront encore là. On pourra encore faire des questions en dédicace juste après. Et en dédicace, vous pourrez également poser des questions, effectivement. Ok, ça marche, écoute. Alors, Edouard, moi j'ai remarqué dans tes vidéos que tu as souvent c'est coupé en plusieurs scènes distinctes. Donc, tu as l'Edouard qui parle du jeu, et après tu reviens sur ton enfance. Et là, je trouve toujours marrant, c'est qu'au début, tu as une barbe de 10 jours, après tu rases tout. Et tu as également tes amis, tu as Charlotte, tu as tout le monde, tu les vois jeunes, tout ça. Dans ton père, aussi dans les vidéos, tu en parles souvent. Alors j'ai envie de savoir, honnêtement, est-ce que dans tes vidéos, des fois, tu prends vraiment des souvenirs personnels de ton enfance pour argumenter la vidéo que tu tournes? Et je trouve ça marrant, je me dis, tiens, il faut qu'il se rase à chaque fois et après il laisse pousser. C'est quand même un sacré truc, quoi. Carrément, ouais. Effectivement, donc dans certaines vidéos, je joue mon moi enfant. C'est un truc que je fais de moins en moins parce que je trouve que plus je vieillis, en plus j'ai perdu mes cheveux maintenant, plus je vieillis, moins c'est crédible, plus ça me dérange de faire ça. Mais je sais que c'est des vidéos qui plaisaient énormément. Et la question c'est... Alors justement, est-ce que c'est inspiré un peu de la vie réelle de ton enfance avec ton père ou Tout à fait, à 400%. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, je m'inspire d'une période que je trouvais hyper intéressante pour tous les jeunes qui nous regardent, la période pré-internet, où mine de rien, avant internet, le monde était quand même bien différent de celui d'aujourd'hui, où tu n'avais pas le choix que de sortir, aller voir ton pote, tu étais bloqué dans un jeu, tu pouvais être bloqué des mois entiers dans ton jeu, tu t'aidais entre amis. C'est pas un jugement de valeur, hein. Je sais pas du tout, c'était mieux avant, ou c'est pas ça que je veux dire, c'était différent, c'était une autre époque. Et j'aime bien raconter cette époque, c'est pour ça que j'aime bien recontextualiser. C'est génial. Et je pars totalement sur du vécu, sur aussi nos parents, le regard de nos parents sur le jeu vidéo. Je pense que les jeunes qui sont là ont peut-être moins ce truc-là parce que les parents sont un peu plus gamers ou ont quand même un peu connu ça. Nous, nos parents à nous, dans les années 90, le jeu vidéo, c'était d'un jouet qui nous abrutissait. Pour les bébés, pour les enfants. Pour les enfants, ça avait vraiment aucune valeur artistique ou c'était juste des niaiseries, quoi. Et moi, ça me touchait énormément. Je m'en souviens que j'avais envie de dire à mes parents, non, c'est peut-être un peu plus réfléchi que ce que vous voyez. Voilà. Et donc, c'était une époque un peu particulière. Et effectivement, donc, je m'en inspire totalement. Maintenant, j'ai envie de raconter des belles histoires. J'aime bien ça. Je romance. J'écris. Voilà, j'ai envie que ce soit palpitant. J'ai envie que vous m'écoutiez. Donc, je romance pour écrire de belles histoires. Donc, effectivement, ça part d'un truc vrai, de toute une expérience, etc. Et plus ça va, plus je romance, plus j'essaie de trouver des histoires marrantes à raconter. Et un truc que j'ai envie de faire, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un truc vraiment auquel je pense, comme j'aime tellement revenir un peu sur ces années-là, les années 80-90, je réfléchis et que j'apprécie de moins en moins, comme je disais, jouer l'enfant, parce que je trouve que je prends de plus en plus d'âge et jouer un gamin de 8 ans, voilà. Et j'aimerais bien commencer à bosser vraiment, à imaginer, à faire tourner des vrais enfants, à essayer de recontextualiser. Et je trouve que ça pourrait être intéressant, ça pourrait donner un cachet, tu vois, quand tu regardes une saison comme Stranger Things, une série comme Stranger Things, ça donne envie de faire un truc dans ce style-là. En parlant de rétro gaming, il y a vraiment quelque chose à creuser, sauf que tourner avec des enfants, c'est aussi quand même plein de contraintes et des difficultés. Et tu gères pas un enfant comme tu gères un adulte. Donc c'est plein de contraintes, mais le challenge est quand même super intéressant. Non, écoute, merci pour ta réponse. Merci à toi. Merci beaucoup, un gros bisou. Merci. Alors, est-ce que, Edouard, ça te va la petite tradition de finir en faisant, si le public veut bien se rapprocher, qu'on fasse une petite photo avec eux? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, est-ce que vous voulez tous vous rapprocher, comme ça on peut faire une petite photo avec Edouard? On va peut-être se mettre juste de ce côté si ça te va. Qui fait la photo? Alors, il y a une photographe qui va faire de devant et je vais faire le petit selfie de ce côté-là, qu'on va partager sur le compte de Start2Play, évidemment. Alors encore dit, si vous avez encore des questions, ne vous inquiétez pas, il est encore en dédicace et on va avoir encore demain une FAQ à la même heure, si je dis pas de bêtises, je pourrais vérifier. Alors, est-ce qu'on arrive à voir tout le monde? Je recule un tout petit peu, si ça te dérange pas un peu. Tout dans l'autre sens. Attention, je vous invite peut-être à 3 à crier Edouard, si ça vous va? Ouais, vas-y. 2, 3, Edouard! Merci beaucoup, on va poster ça sur les réseaux. C'est pas du tout mégalo. Bravo! Edouard! Les t-shirts Edouard sont en moi. Voilà, merci beaucoup. Et donc, dans 5 minutes, je suis en dédicace pour ceux qui
veulent passer me voir un petit moment un peu plus personnel. Et dans 10 minutes, il y a Adeline qui sera là pour la FAQ plus la télé. Bravo. Merci. Merci beaucoup, merci énormément. Merci. Edouard sur scène, j'ai loupé le début. Voilà. Oh bah il y en aurait 100 000. J'ai pas d'exemple concret qui me vient. Si, je peux t'en donner un jeu d'enfance que j'adore, Lands of Lore. On parlait de jeux PC, Dungeon Crawler, vieux RPG de Westwood. J'en avais fait un vieil épisode, mais j'aimerais en faire un nouveau plus dense. Voilà, c'est pour moi, ça représente bien le rétro gaming et ce côté imaginaire qu'on avait parce qu'on était gamin, les graphismes étaient limités et ton imagination comblait le reste. Et voilà, et c'est un truc qui me plaît bien. Donc ouais, Lands of Lore, ça pourrait être un jeu. Ok, j'avoue. Très bien à reprendre. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Lands of Lore? Oui. Quand même, ok, il y en a quelques-uns qui ça a été un peu oublié. À l'époque, c'était le classique du jeu de RPG PC. Il a été un peu oublié, malheureusement. Alors évidemment, les grandes questions classiques, si tu devais vivre dans un univers de jeux vidéo, un univers préféré dans lequel tu devrais vivre, est-ce qu'il y en a un qui vient spontanément? Très bonne question. Peut-être Mario Sunshine, ça peut être cool d'être sur l'île Delfino. Ça va, c'est tranquille. J'essaie si t'es accusé à tort. Ah oui, ouais, ça va être plus embêtant. J'essaie de trouver un lieu qui serait un peu sympa. Mais moi, c'est con, mais Midgar, dans Final Fantasy VII, m'a toujours attiré. Alors que c'est les taudis, le secteur 7. C'est pour ça que je pose la question, c'est parce que j'avais demandé s'il y a un univers que t'adores, mais où tu te dis putain, ça serait chaud de vivre juste derrière. Parce que pour moi, c'est FF7. T'as les matériels, t'as l'univers de rêve, c'est mon jeu vidéo. T'as l'univers de rêve et tout, mais quand même, vivre dans FF7, c'est chaud quoi. Ouais, j'ai la planète qui est polluée, tout ça, mais Midgar, moi, m'a toujours attiré. J'adorerais faire du tourisme à Midgar. Pourquoi ils n'ont pas encore proposé ce. Elon Musk qui nous propose d'aller. Pourquoi on ne peut pas aller à Midgar? C'est beaucoup plus sympa. Tiens, Achète, si t'aimes bien Midgar, tu connais Gunmu le manga? Pas du tout. C'est exactement le même concept, une ville abstraite comme un Metropolis. En bas, t'as Kusutsetsu, la décharge. C'est le seul manga papier qui est vendu plus en Occident qu'au Japon. Et en fait, c'est totalement ça, une ville abstraite avec l'élite au-dessus, mais encore plus élite. Et en bas, les gens qui vivent vraiment dans les taudis, la décharge, ils peuvent se faire tuer dans un coin de rue pour une moelle épinière. Enfin, vraiment, c'est le côté cybernétique bien trash des années 90-2000. Et voilà, les deux se sont inspirés l'un l'autre. Ils l'ont reconnu. Donc voilà. C'est la recommandation de ce Start to Play. Alors là, je suis sûr que tu vas aimer. Si t'aimes, je regarderai carrément. Voilà, et donc du coup, avant de revenir un petit peu sur ce genre de questions, est-ce que déjà il y en a parmi vous qui ont des questions à poser telles quelles, ou est-ce que vous voulez un petit peu accéder? Ouais, voilà, je crois qu'il y en a une spontanément. Alors il y a quelqu'un qui va venir avec le micro pour venir poser la question. Voilà, c'était monsieur avec la casquette. Merci à vous deux pour la conférence, c'est super. Edouard, ça fait déjà 10 ans moi, que je suis abonné à ta chaîne, j'ai connu avec l'histoire de Sonic, Waluigi, Wario, pas mal de foot. Et là récemment, je crois que c'était l'année dernière, en début d'année, j'ai adoré cette vidéo, c'était sur les premiers Metal Gear. Et moi c'est mes sagas préférées, je suis vraiment un grand fan. Et je voulais savoir, comme c'est en ce moment, on fait beaucoup parler avec Snake Eater, le remake qui est sorti, ou Death Stranding de Kojima. J'ai une question, est-ce que bien sûr en pixelisé, est-ce que dans les Metal Gear, sur les 5 et plus les spin-offs qui sont sortis, quel est votre préféré? Je n'ai pas joué à tous les Metal Gear. Je n'ai pas joué à tous. Il y en a qui me sont un peu tombés des mains. Mais je dirais le 1 sur PS1 par nostalgie, ça a été ma découverte de la licence. À l'époque, c'était une claque immense MGS. Donc je dirais le 1. Mais voilà, j'ai pas fait le 3, j'ai pas fait le 5. Donc je suis pas non plus un spécialiste de la série. Mais récemment, pour Rétro Découverte, j'ai fait les 3 premiers. Donc le premier sur MSX, un vieux micro-ordinateur des années 80. Le deuxième sur NES, qui n'est pas développé par Kojima, Snake's Revenge. C'est dur à rejouer d'ailleurs. Qui est assez horrible. Kojima avait compris c'est quoi un jeu d'infiltration dès le départ, ce qu'il voulait faire. Quant à Konami de son côté qui se dit on va faire la suite,
Non, bah ouais, faire un jeu d'infiltration, c'est respecter certains codes, ils les ont pas respectés. Et le troisième, effectivement, Metal Gear 2, qui lui est une bombe, il est vraiment très, sur MSX toujours génial pour son époque. Si je peux me permettre, si tu aimes le 1, parce que c'est mon préféré aussi, le remake sur GameCube, Twin Snakes, il est incroyable. En fait, il est pareil, plus beau, plus lisse, plus détaillé, ils ont rajouté quelques trucs, et tu as la vue FPS pour viser, et tu peux endormir les gens. T'es pas obligé de faire du létal. D'accord. C'est le 1 en beaucoup mieux en fait. Ok, je l'ai jamais fait, mais j'en ai entendu parler. Le meilleur pour moi. D'accord. Vraiment. Donc voilà, une question sur Metal Gear. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question spontanée avant d'avoir un petit peu les thèmes? Du coup, juste monsieur ici, qui a casquette aussi. Il est pas en or aussi, lui. Ah, c'est bon. Moi, c'était une question par rapport à Retro Découverte. C'est quoi qui t'a poussé à vouloir scénariser? Parce que t'aurais très bien pu faire, comme plein de gens sur YouTube, des vidéos où tu parles des jeux vidéo, surtout rétro, mais vraiment l'envie de scénariser, d'avoir des personnages et de construire une histoire. Alors moi, à la base, quand je sors de mes études, j'obtiens mon bac et je fais une école d'audiovisuel parce que je voudrais travailler dans le cinéma. Parce que le cinéma est une de mes autres passions et je sens qu'il y a un truc qui m'attire avec l'écriture, la réalisation, tout ça. Il s'avère que je passe les détails, mais je bifurque très vite à écrire des vidéos sur le jeu vidéo pour jeuxvideo.com et pour ceux qui ont suivi à l'époque ma première chronique, l'histoire du jeu vidéo, j'avais déjà un petit côté fiction où il y avait un proviseur, etc. Je mettais une petite histoire, une petite ambiance parce que c'était le naturel, j'aimais faire ça. Et à un moment donné, j'ai un peu freiné parce que faire de la fiction sur YouTube, c'est très contraignant. Ça demande des budgets, ça demande beaucoup plus de temps. Forcément, parler tout seul devant ta caméra, ça va. Quand tu commences à devoir avoir des décors, à avoir des comédiens, c'est beaucoup plus d'organisation. Et donc j'avais commencé à freiner, puis le naturel revenant au galop, j'ai remis. C'était pas un choix conscient, je me suis pas dit il faudrait que je fasse de la fiction parce que non, c'est l'envie, le désir. Le personnage d'Arnaud est arrivé. C'était marrant, c'est devenu un copain, Julien qui interprète Arnaud. Et puis tu as envie de mettre un deuxième personnage, par exemple Mao qui joue Alice, ça devient une copine. On a envie de les retrouver, donc je réécris des trucs avec eux. Et naturellement, sans que ce soit pensé, ça commence à devenir une petite série, parce qu'on retrouve ces personnages. Je vois qu'il y a des gens qui se prêtent au jeu. Dans les commentaires, il y en a qui me disent « Ah mais attends, si lui il a dit ça par rapport à l'épisode ». Je dis « Ah mais les gens sont en train de créer un lore avec... C'est génial, waouh, trop bien ». Donc moi je me prête au jeu aussi, je me dis « Je vais essayer de faire attention à ce que ça se suive, à ce que ce soit cohérent ». Et voilà, et je prends un plaisir fou. Et en fait, vu qu'on a de plus en plus de monde chaque année, que les financements participatifs, entre autres, marchent de mieux en mieux, on a de plus en plus de budget, on peut se permettre de plus en plus d'avoir des techniciens, des comédiens, de faire des épisodes plus gros, et la fiction a pris une place énorme. Moi, c'est d'autant plus de plaisir pour moi, même si c'est d'autant plus de boulot, mais le plaisir, il est démultiplié, donc voilà, c'est venu très naturellement, ça n'a pas été conscient, et aujourd'hui, c'est, je pense, une spécificité de la chaîne, on se différencie aussi des autres comme ça, même si, encore une fois, c'est pas un calcul, mais le fait est qu'on se différencie parce qu'on ne parle pas simplement, j'allais dire, de rétro gaming, même s'il n'y a pas de façon simple de parler de ce sujet, mais voilà, on a ce petit truc en plus où il y a le côté web série, et certains me l'ont dit ce matin, peut-être que certains d'entre vous en font partie. Il y en a qui sont pas très jeux vidéo, pas très rétro gaming, mais ils regardent quand même la chaîne parce qu'il y a ce côté série, ils ont envie de savoir comment les personnages vont évoluer et tout ça, donc au final, je pense que c'est chouette, quoi. Question par rapport à ça, est-ce que tu as été influencé par d'autres web-séries, genre Noob, Nerds, Flanders Company, Visiteurs du Futur et tout ça? Franchement, Joueur du Grenier. Joueur du Grenier, Noob, alors c'est pas cool, j'ai du mal, Noob, je suis pas fan du tout. Chacun c'est... mais non, j'ai pas... Oui, Visiteurs du Futur, forcément, Visiteurs du Futur. Flanders Company, t'as connu? Flanders Company, je connais pas du tout. C'était en prime sur No Life et ça s'arrêtait plus ou moins d'un coup. Ok. Équipe super cool, ils sont super sympas, la série était très drôle. C'est une série de super méchants. Ok. Qui servent un petit peu à envoyer des méchants contre les super-héros pour les promouvoir. C'est l'intérieur d'une entreprise, c'est très cool. Faudra que ils sont encore dispo sur YouTube les épisodes? Bonne question. Ouais, je regarde. Je live à l'époque. Ouais, il y a quelqu'un qui est... Ah ok, je regarderai, je connais pas. Ok. Sinon, je dirais Joueur du Grenier, quand même, dans ce côté justement, la gestion entre la fiction et le rétro gaming. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre question spontanée ou est-ce que vous voulez qu'on en arrive à une question que beaucoup demandaient, s'il y a une autre histoire de jeu vidéo que vous voulez proposer ou une histoire de personnage que vous voulez proposer? Personne. N'hésitez pas, on a exprès accéléré le côté un petit peu interview pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Alors il y a quelqu'un qui a une question juste ici. Ah mais c'est le même. D'abord.
Ouais, pourquoi pas Shadow de Sonic pourrait être intéressant parce que c'est vraiment un des personnages de jeux vidéo les plus appréciés. Il a une bonne origin story, il a des croquis aussi qui ont été trouvés sur le net. Alors, je me suis dit, ouais, ça pourrait être une bonne idée. J'ai encore d'autres personnages que j'avais évités, par exemple les plus célèbres, on peut citer par exemple les origines de Last of Us avec Joël par exemple, ou Abby ou Ellie, mais je sais que toi t'es plus sur ton gaming, et pourquoi pas, ouais, Duckett aussi ça pourrait être intéressant. Ouais, alors par contre pour ce qui est de l'histoire des personnages, je le fais de moins en moins. Maintenant je fais plus des épisodes centrés sur un jeu, voire sur 2-3 jeux. Mais l'histoire d'un personnage, le problème que ça me posait, c'est qu'en fait des fois Shadow typiquement tu vas avoir plusieurs jeux, une série de jeux où il y a Shadow. Il faut faire les jeux, il faut analyser, ça prend un temps monstrueux. Je trouve que finalement j'entre moins en profondeur dans le jeu puisque j'en ai 10 à faire. Donc je le fais moins, je trouve ça moins intéressant et je m'éclate plus finalement à un jeu, j'ai envie d'en parler, je vais à fond dedans. Et voilà, donc c'est quelque chose que je freine et il n'y a pas d'autres vidéos prévues pour le moment sur des histoires de personnages. C'est vrai. Vu qu'on l'a évoqué, est-ce que toi t'aimes bien Shadow? Parce que je sais que c'est très mitigé, il y a ceux qui l'adorent, le côté un peu Vegeta, et il y a ceux qui disent qu'il a un côté un peu Dark Sasuke. Alors je suis pas un grand amateur de la série Sonic, mais moi j'aime bien Shadow pour le peu que... Son histoire dans Sonic Adventure 2, vraiment très... J'ai fait que le 1, Sonic Adventure. Eh ben, le 2 est génialissime, si jamais... Pour moi c'est le dernier vrai Sonic 3D, mais bon, je vais me faire peut-être des ennemis là-dessus. Il y a des gens qui ont fait Sonic Adventure 1 et 2 ici? Vous les avez aimés? Ok, ouais, bon c'est... 100%. Voilà, voilà. Le 100%. Avec Green Hill? Avec les chaos à fond, c'est une purge. Ouais, c'est un des jeux hyper dur à 100%. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une petite question par rapport à un sujet à proposer, voilà, ou autre, voilà, juste ici. Merci. D'où vient ton processus créatif, en fait, de ton inspiration pour les différents arts de rétro-découverte? Processus créatif, mes inspirations... Bah écoute, c'est moi l'inspiration, on peut la trouver absolument partout dans la vie de tous les jours. Et sinon, je sais qu'il y a une question qu'on me pose beaucoup, peut-être ça rejoint ça, c'est pour écrire des fois, c'est-à-dire que j'ai une idée d'histoire et je vais me poser des questions. Tiens, quel jeu pourrait correspondre à ce que j'ai envie de raconter pour être pas typiquement. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le premier Rayman. Je savais très bien la classe. Il a le t-shirt Rayman. Je savais très bien que je trouvais ça intéressant de me dire là tu connais le principe du premier Rayman, tu ne peux pas finir le jeu si tu n'as pas fait le 100%. Tu es obligé de délivrer tous les Electoons pour débloquer le dernier niveau et affronter le boss final. J'ai pas fait les vieux Rayman, c'est un de mes trous dans la collection. Il est très très dur, bref. Et du coup, voilà, c'est un concept tellement chouette, je me dis, mais il faut qu'on écrive, il faut qu'on imagine une histoire là-dessus. Tiens, bah Arnaud qui fait le 100% des jeux PS1, ça pourrait être son traumatisme d'enfance, il n'a pas réussi, voilà, typiquement. Et des fois, je joue à des vieux jeux, à l'inverse, et je me dis, ça m'inspire une histoire. J'ai fait Zelda en randomizer, simplement, je voulais pas en faire une vidéo, simplement pour tester. Excellent, Zelda randomizer, j'adore. Absolument génial, je l'ai testé, c'était trop chouette. Et il y a toute une histoire qui m'est venue en tête avec l'Extra Café, pour ceux qui ont vu l'épisode, je raconte pas, mais voilà. Donc les deux processus peuvent être liés, merci beaucoup. Des fois j'ai une intrigue et je me dis quels jeux vont coller là-dedans. Des fois j'ai un jeu qui m'inspire une histoire, et des fois aussi ça arrive, j'ai un jeu et je sais pas quoi en faire. Et je jette à la poubelle, ça arrive aussi. Il y a des gens qui ont déjà suivi ou fait du Zelda randomizer ici? Oui. Ouais. Le 1 ou plutôt des trucs genre Ocarina of Time, Link to the Past? A Link to the Past, Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker. Est-ce qu'il y a des gens assez vénères pour Zelda 2 en randomizer? Parce que Zelda 2 randomizer, oh la vache. Non. C'est la purge. Ah ouais, il y a aussi le pire, je crois, du pire, c'est qu'il y a un randomizer Zelda Link to the Past, Super Metroid. Tu rentres dans une salle, tu peux te retrouver dans le jeu Super Metroid. Il faut que tu arrives à lier les deux jeux. C'est pour les fous furieux. Ah ouais, complètement. Je connais quelqu'un, je sais pas s'il est encore là, le gagnant du championnat l'année dernière, là, qui justement faisait ça. Il y en avait une autre version avec 15 jeux qui s'enchaînent. Et en fait, ça peut s'enchaîner entre 3 secondes et 5 minutes. Tu joues et puis ça switch tout seul et il faut finir tous les jeux. Wow. Un truc de malade. Est-ce que quelqu'un avait encore une question à poser par rapport... Oui. Alors, il y en a 2 là du coup. 3, 4. Alors, je sais pas si... Bah, peut-être déjà un monsieur du coup. Ça y est, ils ont fait dans l'ordre. Ah là-bas. Entre la première étape, tu as l'idée de la vidéo et le upload sur YouTube. C'est quoi les différentes étapes?
et les difficultés un peu de chaque étape. Alors, ma première étape, c'est la capture du jeu. Donc, ou même admettons, non, j'ai d'abord l'idée d'une histoire, si on va partir un peu de base. J'ai une histoire que j'ai envie de raconter, tiens, les personnages, il va se passer ça, ils vont se retrouver là. Bon, quel jeu peut correspondre? Ah, j'ai un jeu qui me plaît bien, je me dis ça va bien marcher avec ce que j'ai envie de raconter. Capture du jeu, il faut que je joue au jeu, en même temps je prends mes notes. Ensuite, écriture, j'écris mon scénario, j'envoie à tous les comédiens. Qui jouent dans les personnages qui jouent dans la vidéo. Organisation du tournage, il faut que je contacte les comédiens, les techniciens, que je trouve une date qui correspond à tout le monde est dispo. C'est souvent le côté bien chiant. Ensuite, tournage, alors ça dépend, est-ce que c'est une journée de tournage, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est un gros épisode ou pas, grosso modo. En général, en une journée, on s'en sort si c'est un épisode normal. Une fois que tu as toutes les images, eh ben, c'est le montage. Donc là, sur mon bureau, je fais le montage de la vidéo et je peux, si besoin, j'ai mon motion designer, si j'ai besoin de faire des effets spéciaux, tout ça, je lui confie des tâches. J'ai Cardrich qui nous fait la musique. S'il y a un truc que j'ai envie, je me dis, ah, ça, une reprise de cette musique, ça pourrait être génial, je lui demande. Génial, ça, hein. Je peux aussi lui donner des indications du style, je vais avoir des scènes un peu avec de l'émotion, s'il peut y avoir quelques notes un peu plus douces à ce moment, voilà. Je peux donner des indications et ensuite l'upload. Et là, on lit les commentaires et puis c'est du bonheur, quoi, en général. Bonne question, l'étape la plus dure, comme je disais, l'organisation de tournage est particulièrement fastidieuse et chiante, à savoir que, en fait c'est tout bête, hein, il faudrait que si j'avais du budget ou que je consacre du budget à ça, il faudrait que j'embauche quelqu'un pour gérer cette partie-là. Parce que c'est vrai que c'est très fastidieux de gérer les timings, les emplois du temps, caler. Voilà, ça c'est la partie la plus fastidieuse. Et le montage, je ne suis pas un grand fan de montage. Quand je peux aussi me le permettre, j'embauche quelqu'un pour s'occuper du montage. C'est pas la partie que je préfère. Moi, c'est l'écriture et le tournage qui me plaisent le plus. Le montage au début c'est fun, mais quand c'est pas notre passion première au bout d'un moment, c'est vraiment... C'est un peu rébarbatif. Ouais, ça peut. Alors du coup, il y avait une autre question juste ici, je crois. Bonjour Edouard. Rebonjour. Oui, rebonjour. C'est le même. Moi j'avais une question par rapport à ta dernière vidéo où tu expliquais par rapport au financement, par rapport à l'aube du pixel que tu veux mettre en avant, le 100% des jeux PS1 avec Julien alias Arnaud. Je voulais savoir si tu allais garder tout ça sur ta chaîne principale ou est-ce que tu voulais faire une sorte de seconde chaîne secondaire sur YouTube pour garder Rétro Découverte sur la chaîne Edouard, ou est-ce que des fois sur Rétro Découverte, est-ce que t'es pas un peu bridé du fait que t'as fait Rétro Découverte, donc les gens ils attendent ça et t'as plus de liberté sur d'autres types de contenus, etc. La question est pas facile, mais elle est très large. Donc. Ouais. Et ben alors déjà créer une seconde chaîne, non, parce que c'est trop de galère. Déjà une chaîne, réussir à faire grimper une chaîne pour avoir un nombre d'abonnés qui te permettent d'en vivre, etc. C'est déjà compliqué, donc repartir de zéro sur une seconde chaîne, c'est pas possible. Et pour te donner une anecdote, j'avais discuté avec le joueur du grenier, vous savez, qui avait créé sa chaîne Le Bazar du Grenier. Et il m'avait raconté que pour que sa chaîne devienne viable, ils avaient travaillé comme des malades au début pour produire, pour faire grimper, que la chaîne elle existe et le temps que vraiment ensuite ça devienne viable. J'ai malheureusement pas ce temps-là, pas les ressources financières, donc non, c'est inenvisageable. Et en fait, l'aube du pixel, moi ça m'inquiète pas trop parce que tu l'as constaté, ça reste complètement dans l'univers de Rétro Découverte. C'est ma nouvelle émission l'aube du pixel que je suis en train de préparer, et avec le 100% des jeux PS1 et plein d'autres petites émissions, mais en fait ça reste dans un cadre que vous connaissez tous si vous suivez Rétro Découverte. Donc on n'est pas perdu, il n'y a pas de nouveaux personnages, on reste vraiment sur le terrain connu. C'est un univers étendu en quelque sorte, ouais, en vrai le lore reste totalement identique, c'est juste que les personnages partent sur des nouvelles émissions, mais en fait on n'est pas très loin de Rétro Découverte, en réalité. Merci à toi. Merci. Il y avait également une question juste derrière, je crois, c'était qui avait encore? Oui, juste ici. Ouais, salut. Bonjour. Ouais, je voulais juste savoir justement si tu as déjà pensé à un long métrage. Ouais, bah c'est le rêve de gosse. C'est le film, c'est le rêve de gosse. À la base, comme je disais, j'avais fait une école d'audiovisuel dans le but, parce que moi j'étais persuadé que j'étais le prochain Spielberg. C'est avéré que pas vraiment. Mais effectivement, mon but c'est un jour de faire un film. J'ai écrit un gros truc.
Il faudrait que je prenne le temps de retravailler, mais voilà, si je meurs demain, je me dirais putain, j'ai pas fait un film. Ce serait un regret quand même, donc j'espère y arriver un jour. Ce serait full fiction ou à côté un peu reportage en même temps? Full fiction, ouais, full fiction. Okay. Alors ça parlerait, il y a un truc que j'ai écrit, ça parle de jeux vidéo. Il y a le thème du jeu vidéo qui est dedans, du rétro gaming, mais c'est full fiction. Voilà. Et du coup, il y avait une dernière personne encore aussi de ce côté-là? Oui, ouais, juste ici. Là, alors, à ta droite. Là, derrière. Ah là. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que j'ai des générations, des anciennes consoles, genre Mario, Zelda, Pokémon, des anciens au plus nouveau? J'ai pas compris la question. Dans les générations de Mario, Zelda et Pokémon, j'ai des générations de la chaîne YouTube des anciens au plus nouveau. Faire une chronologie? Oui. Ah, tu voudrais que je fasse une chronologie de l'histoire complète du jeu vidéo? C'était ça? D'une saga? C'est ça? Mario, Zelda, Pokémon. En chronologie, l'ensemble des trois? Ah, faire une chronologie de Mario, faire une chronologie de Zelda, faire une chronologie de Pokémon? C'est à peu près fait déjà. J'ai fait une histoire de Mario. J'ai pas fait d'histoire de Zelda, c'est vrai, j'ai pas fait d'histoire de Pokémon. Et comme je le disais tout à l'heure, ça demande énormément de boulot si tu veux que ce soit bien fait. Rejouer à tous les Pokémon, rejouer à tous les Zelda pour vraiment faire un truc complet. Je préfère, tu vois, là je prépare un épisode sur Twilight Princess. Voilà, je joue à Twilight Princess, je cherche mes infos sur Twilight Princess, ça me demande déjà beaucoup de temps. Je préfère toute la saga Zelda. Compliqué. Zelda et Pokémon en particulier. Pokémon encore pire peut-être. Donc un par un, c'est très bien. Est-ce que tu as un Zelda préféré? Moi, depuis que j'ai fait le randomizer, Link to the Past, parce que maintenant je le connais très bien, le jeu, c'est devenu mon Zelda préféré. Et c'est mon Zelda d'enfance. Et Pokémon? Pokémon première génération, parce que aujourd'hui c'est injouable, Pokémon première génération. Mais c'est mon Pokémon d'enfance, quoi. T'avais fait Gold et Silver? Non, je me suis très vite arrêté. Après Or et Argent, j'ai pas continué. Ouais, justement, Or et Argent, Gold et Silver. Ah oui, excuse-moi, c'est ceux-là, oui, je les ai faits. Ceux-là... Très cool. Mais je me suis arrêté à là. C'était l'occasion, Earth Gold et Soul Silver, c'est le remake avec le moteur 4G. D'accord. C'est probablement le prime. Je sais pas s'il y en a qui ont fait Earth Gold, Soul Silver ici. C'est tout. Ah ouais, ok, on est vraiment pas nombreux. En fait, Diamant, Perle, Platine, l'histoire était adorée ou détestée selon les gens, mais le moteur il défonçait, c'était un peu le prime côté 2D. Et on reprenait justement Johto et Kanto avec dessus, avec le moteur de la 4G, c'était vraiment exceptionnel. Ça a super bien vieilli, j'ai rejoué il y a 4-5 ans, franchement ça reste hyper cool. Ok, bon à savoir. Alors, est-ce qu'il y avait du coup encore une question qui s'était rajoutée? Oui, donc ouais, il y en a 3 du coup, donc peut-être déjà juste ici. Jean, du coup, tu en as peut-être déjà parlé, mais je voudrais avoir ta définition du jeu rétro, parce qu'aujourd'hui, on en connaît certains, mais ça ne m'étonnerait pas si un jour on parle d'un Mario Kart 8 comme d'un jeu rétro, par exemple. Ouais. C'est une très bonne question. Alors, quand commence le rétro gaming? Quand est-ce qu'il finit? Alors, je vais te donner, moi, ce que mon ressenti là-dessus, même s'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Pour moi, effectivement, tout va être rétro, quoi qu'il en soit. Comme tu dis, Mario Kart 8, il y a des gamins qui ont grandi avec ce jeu. Dans 20 ans, ils en parleront à leurs enfants, qui leur diront ah, « Tu jouais à ça, papa, c'était marrant !» Forcément, ça arrivera. Tous les jeux, aujourd'hui, vont prendre un énorme coup de vieux dans 20 ans. Mais ma définition du rétro gaming, moi j'aime bien ce terme de rétro gaming comme une période spéciale du jeu vidéo qui irait pour moi jusqu'au début de la 3D, PlayStation 1, Nintendo 64, et console portable Game Boy Advance. J'aime bien cette période particulière du jeu vidéo où c'était, disons-le, mal foutu souvent. Et on avait beaucoup de jeux mal pensés, mal conçus, même s'il y a aussi des énormes chefs-d'œuvre, bien entendu. Mais voilà, c'est une période particulière où tout était à faire, tout allait très vite. On savait pas, on maîtrisait pas encore totalement la grammaire. Un jeu pouvait montrer la voie à tout un tas d'autres. C'est une période particulière et donc j'aime définir ce terme de rétro gaming. J'aime le définir de la naissance à peu près du jeu vidéo, en tout cas du jeu vidéo salon, jusqu'à la PlayStation 64. Et après, je trouve qu'on entre dans une autre ère du jeu vidéo, qui sera vieille, quoi qu'il en soit, qui est déjà la PlayStation 2, c'est déjà vieux aujourd'hui un peu, mais je trouve qu'on n'est plus dans cette notion de rétro gaming.
techniquement maintenant, beaucoup de gens qui disent que le rétro c'est aussi même, ça a commencé à la PlayStation 3. Ouais. Notamment GDG qui en parlait, ça fait très bizarre dans ce sens-là. Bizarre, mais ouais, bah ouais. Mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a le côté un petit peu 2D au tout début de la 3D dans le rétro, quitte à ce qu'il y ait un autre terme, old school gaming, quelque chose qui vienne ensuite quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé le gaming à main levée avec la 8 bits ou la 16 bits? Genre NES, Mega Drive, ça? Ah bon. C'est Ah presque bon, bien moins avant. de la moitié tout doucement. Bah Ah bon. il y a des jeunes. Ouais. Allez, ok. Voilà, en tout cas, Il y a des jeunes de 30 ans. du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ici poser une question. Ouais, juste derrière. Où ça Est-ce que tu préfères présenter des jeux peu connus ou très connus? Alors, pour les statistiques, je préfère présenter des jeux très connus. Ça marche beaucoup mieux. Mais pour l'amour de faire découvrir des choses et parler de vieux jeux, des jeux pas connus, c'est plus intéressant, plus rigolo. J'ai pas de préférence honnêtement, les deux, ça dépend. Mais par exemple, je donne un exemple, j'en ai parlé un peu à quelques-uns ce matin, je suis en train de bosser là sur un épisode qui va être très chouette, je le tease. Ce sera sur le premier RPG français quasiment. C'était Fer et Flamme sur Amstrad CPC. C'est un jeu que, à mon avis, aucun d'entre vous connaît, je pense. Jeu d'Ubisoft, si tu connais, oh bravo. Un des premiers jeux d'Ubisoft. C'est injouable aujourd'hui, c'est catastrophique, mais qu'est-ce que c'est passionnant. J'ai eu la chance d'avoir Hervé Lange, le développeur, en interview. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a terminé, je crois qu'à l'époque, personne n'a terminé le jeu, tellement c'est abominablement difficile. Mais il y a un mec qui a eu le jeu gamin, il l'a terminé 30 ans plus tard. Je l'ai retrouvé ce gars-là, on a échangé. Donc je trouve cette histoire absolument passionnante. J'ai le développeur du jeu, j'ai le gars qui l'a terminé 30 ans plus tard avec l'aide d'autres amis sur internet, tout ça. L'histoire est passionnante. Je sais que personne va connaître ce jeu. Je sais que les gens vont voir Fer et Flamme quand la vidéo va sortir. On va dire je m'en fous, je connais pas, je clique pas, ça m'intéresse pas. Tant pis, il y aura peut-être un peu moins de vues, mais c'est tellement, le sujet m'a tellement passionné. Je suis tellement content de faire découvrir ça à tous ceux qui voudront bien s'y intéresser que voilà, le plaisir il est décuplé. En vieille pépite française, petite question perso, est-ce que tu as fait Flashback? Où j'ai joué à Flashback, bien sûr, et ça mériterait, j'en ai jamais fait un épisode, mais ça en mériterait. C'est un des énormes jeux Paul de cœur, ouais, ce serait vraiment, il y avait plein de versions Mega Drive, SNES, Amiga, il y avait des musiques différentes, des bruitages qui étaient changés et tout. Et j'ai fait Another World, qui était Another World, je savais pas à l'époque, mais j'ai pu rattraper ensuite. Génial, Another World aussi. Il y a des gens qui ont joué un peu à Flashback ou à Another World? Ah quand même. Ok, ça fait super plaisir. Est-ce qu'il y avait du coup une autre question, je crois, qui était par ici? Ouais, juste là du coup. Monsieur. Bonjour. Rebonjour. C'est vrai. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu as joué à Mario Kart World? Oui, je l'ai. C'est quoi ton avis général, vraiment général, rien de spécifique Alors mon avis sur Mario Kart World, moi je l'aime bien, j'ai entendu beaucoup de critiques dessus, mais moi je trouve l'idée de lier tous les circuits dans une espèce de grande map, je trouve l'idée très sympa. Donc voilà, j'ai pas non plus d'avis très spécifique là-dessus, mais j'aime bien, je m'amuse bien sur Mario Kart World. Moi j'aime bien aussi le côté open world, en fait, on se balade. Ça je trouve ça dommage qu'il ait pas mieux exploité, j'aurais bien aimé qu'il y ait des quêtes un peu plus sympas ou quelque chose à faire d'un peu plus sympa dans le monde. C'est vrai que c'est creux finalement quand tu te balades dans le... Mais après voilà, j'aime bien vraiment l'idée de réussir, je me suis dit ça a dû être un vrai casse-tête de level design de réussir à tout relier. Ça, la prouesse m'impressionne. Voilà. Et juste, tu penses quoi du fait qu'il y a plein d'ennemis de Mario qui ont été rajoutés, par exemple le poisson Chip Chip. Les nouveaux personnages. Le poisson, ouais. Oui, le poisson, parce que moi j'ai pas compris l'intérêt de pourquoi. Parce que j'ai trouvé que c'était pas très logique en fait. Ouais, je sais pas, faire davantage de. Mettre une multitude de personnages. Je sais pas si t'as un avis sur la question. J'ai trouvé ça fun. Ouais, moi ça me dérange pas, ouais. L'idée de jouer un personnage, ils auraient pu avoir au moins un costume chacun, parce que genre on joue le Condor ou le Chip Chip, on n'a pas de costume. Mais moi je trouve perso j'ai trouvé ce Mario Kart très très cool. Pour moi c'est le meilleur depuis Double Dash. Moi Double Dash il était génial. Ouais voilà, génial. Depuis Double Dash. Ouais carrément. Ouais ça se tient. Et j'ai beaucoup de gens qui l'aiment pas du tout donc. Alors que moi franchement je trouvais qu'il était super cool. Ouais moi je le trouve très cool. On peut avoir encore une dernière question. Alors est-ce que quelqu'un a une dernière question qui lui... Alors là il y en a deux qui ont une petite question encore. Ici.
Oui, c'est de l'eau. Ouais, je voulais savoir justement, tu parlais tout à l'heure de l'Amstrad et tout ça. Ce serait intéressant justement d'avoir ton regard justement sur les jeux sur Amiga, sur Atari. Il y en a pas mal à exploiter. Hein. Je pense à Prince of Persia par exemple, le tout premier, ce genre de jeu. À voir quoi. Prince of Persia, ce serait génial. Et en plus, je pourrais faire une interview de Jordan Mechner. Ce serait absolument... Ouais, c'est prévu. J'espère que ce sera fait un jour. Non, la micro-informatique de l'époque, c'est un sujet passionnant. C'est un sujet plus de niche quand même. Oui. Plus de niche que les consoles de salon. Mais c'est aussi là, je parlais de Fer et Flamme, c'est là que tu trouves la scène indépendante de l'époque. Tu avais les gros éditeurs, Nintendo, Sega en tête, et d'autres qui faisaient les mastodontes. Et quand tu voulais les petits jeux que certains gars, des fois, faisaient tout seuls dans leur garage, ils les publiaient sur les micro-ordinateurs de l'époque. Et donc, tu as des jeux qui peuvent être très spéciaux. Par exemple, Fer et Flamme, qui est vraiment très particulier. Donc, il y a aussi un truc intéressant, un peu moins grand public. Mais c'est un sujet passionnant, totalement. On peut prendre ça une toute dernière question. Il y a ceux qui a deux personnes qui voulaient. Alors, je vous rassure, demain, ils seront encore là. On pourra encore faire des questions en dédicace juste après. Et en dédicace, vous pourrez également poser des questions, effectivement. Ok, ça marche, good. Alors, Edouard, moi j'ai remarqué dans tes vidéos que tu as souvent c'est coupé en plusieurs scènes distinctes. Donc, tu as l'Edouard qui parle du jeu, et après tu reviens sur ton enfance. Et là, je trouve toujours marrant, c'est qu'au début, tu as une barbe de 10 jours, après tu rases tout, et tu as également tes amis, tu as Charlotte, tu as tout le monde, tu les vois jeunes, tout ça. Dans ton père aussi, dans les vidéos, tu en parles souvent. Alors j'ai envie de savoir, honnêtement, est-ce que dans tes vidéos, des fois, tu prends vraiment des souvenirs personnels de ton enfance pour agrémenter la vidéo que tu tournes? Et je trouve ça marrant, je me dis, tiens, il faut qu'il se rase à chaque fois et après il laisse pousser. C'est quand même un sacré truc, quoi. Carrément, ouais. Effectivement, donc, dans certaines vidéos, je joue mon moi enfant. C'est un truc que je fais de moins en moins parce que je trouve que plus je vieillis, en plus j'ai perdu mes cheveux maintenant, plus je vieillis, moins c'est crédible, plus ça me dérange de faire ça. Mais je sais que c'est des vidéos qui plaisaient énormément. Et la question c'est... Alors justement, est-ce que c'est inspiré un peu de la vie réelle de ton enfance, avec ton père ou Tout à fait, à 400%. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, je m'inspire d'une période que je trouvais hyper intéressante pour tous les jeunes qui nous regardent, la période pré-internet, où mine de rien, avant internet, le monde était quand même bien différent de celui d'aujourd'hui, où tu n'avais pas le choix que de sortir, aller voir ton pote, tu étais bloqué dans un jeu, tu pouvais être bloqué des mois entiers dans ton jeu, tu t'aidais entre amis. C'est pas un jugement de valeur, je sais pas du tout, c'était mieux avant, ou c'est pas ça que je veux dire, c'était différent, c'était une autre époque. Et j'aime bien raconter cette époque, c'est pour ça que j'aime bien recontextualiser. C'est génial. Et je pars totalement sur du vécu, sur aussi nos parents, le regard de nos parents sur le jeu vidéo. Je pense que les jeunes qui sont là ont peut-être moins ce truc-là parce que les parents sont un peu plus gamers ou ont quand même un peu connu ça. Nous, nos parents à nous, dans les années 90, le jeu vidéo, c'était d'un jouet qui nous abrutissait. Pour les bébés, pour les enfants. Pour les enfants, ça avait vraiment aucune valeur artistique ou c'était juste des niaiseries, quoi. Et moi, ça me touchait énormément. Je m'en souviens que j'avais envie de dire à mes parents, non, c'est peut-être un peu plus réfléchi que ce que vous voyez. Voilà. Et donc, c'était une époque un peu particulière. Et effectivement, donc, je m'en inspire totalement. Maintenant, j'ai envie de raconter des belles histoires. J'aime bien ça. Je romance. J'écris. Voilà, j'ai envie que ce soit palpitant. J'ai envie que vous m'écoutiez. Donc, je romance pour écrire de belles histoires. Donc, effectivement, ça part d'un truc vrai, de toute une expérience, etc. Et plus ça va, plus je romance, plus j'essaie de trouver des histoires marrantes à raconter. Et un truc que j'ai envie de faire, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un truc vraiment auquel je pense. Comme j'aime tellement revenir un peu sur ces années-là, les années 80-90, je réfléchis et que j'apprécie de moins en moins, comme je disais, jouer l'enfant, parce que je trouve que je prends de plus en plus d'âge et jouer un gamin de 8 ans, voilà. Et j'aimerais bien commencer à bosser vraiment, à imaginer, à faire tourner des vrais enfants, essayer de recontextualiser. Et je trouve que ça pourrait être intéressant, ça pourrait donner un cachet, tu vois, quand tu regardes une saison comme Stranger Things, une série comme Stranger Things, ça donne envie de faire un truc dans ce style-là. En parlant de rétro gaming, il y a vraiment quelque chose à creuser, sauf que tourner avec des enfants, c'est aussi quand même plein de contraintes et des difficultés. Et tu gères pas un enfant comme tu gères un adulte. Donc c'est plein de contraintes, mais le challenge est quand même super intéressant.
Écoute, merci pour ta réponse. Merci à toi. Merci beaucoup, un gros Merci bisou. Merci. Alors, est-ce que Edouard, ça te va la petite tradition de finir en faisant, si le public veut bien se rapprocher, qu'on fasse une petite photo avec eux? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, est-ce que vous voulez tous vous rapprocher, comme ça on peut faire une petite photo avec Edouard? Alors, on va peut-être se mettre juste de ce côté si ça te va. Qui fait la photo? Alors, il y a une photographe qui va faire de devant et je vais faire le petit selfie de ce côté-là qu'on va partager sur le compte de Start to Play évidemment. Alors comme dit, si vous avez encore des questions, ne vous inquiétez pas, il est encore en dédicace et on va avoir encore deux nomines FAQ à l'événement, si je dis pas de bêtises, je pourrais vérifier. Alors, est-ce qu'on arrive à voir tout le monde? Je recule un tout petit peu si ça te dérange pas un peu. Tout dans l'autre sens. Attention, je vous invite peut-être à 3 à crier Edouard si ça vous va. Ouais, vas-y. 2, 3, Edouard. Merci beaucoup, on va poster ça sur les réseaux. C'est pas du tout mégalo. Bravo. Edouard. Les t-shirts Edouard sont en vente. Voilà, Merci beaucoup. Et du coup, dans 5 minutes, je suis en dédicace pour ceux qui veulent passer me voir un petit moment un peu plus personnel. Et dans 10 minutes, il y a Adeline qui sera là pour la FAQ plus la télé. Bravo, merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Merci.